La famille de la petite amie de Thomas sera là, a expliqué maman. Des gens qui ont très bien réussi. Ta présence ferait juste mauvaise impression. Papa était d'accord. Je n'ai rien dit. J'ai envoyé un message à mon gestionnaire de patrimoine, retire tous les fonds de Durand Solutions Numériques. Le téléphone de Thomas a sonné. L'appel est arrivé un mercredi matin alors que j'examinais des images satellites pour un contrat classifié du ministère des Armées. Le nom de maman est apparu sur mon écran, et j'ai failli le renvoyer vers ma messagerie vocale. Nos conversations ces derniers temps étaient brèves, transactionnelles et les anniversaires reconnus, les vacances coordonnées, le strict minimum requis pour maintenir l'illusion d'une famille. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Sophie, enfin, a dit maman, la voix tendue par cette nuance particulière de déception maternelle que j'avais appris à reconnaître à l'âge de 12 ans. J'essaie de te joindre depuis 2 jours. J'ai travaillé. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Je t'appelle au sujet de la fête de remise de diplôme de Thomas, samedi, au Country Club. Nous devons discuter de la liste des invités. J'ai posé mon stylet, l'image satellite oubliée. Qu'y a-t-il à ce sujet? Eh bien, la petite amie de Thomas, Camille, vient, évidemment, ainsi que sa famille. Son père est Richard Lefebvre, de Lefebvre et Associés, la société de capital risque très prestigieuse. Sa mère siège au conseil d'administration de 3 entreprises du CAC 40. Ce sont des gens extrêmement brillants, Sophie. D'accord. Et Thomas est très stratégique à propos de cette fête. Ce n'est pas seulement une célébration, c'est une occasion de réseautage. Il essaie de faire bonne impression, surtout auprès du père de Camille. Il y a un potentiel de financement pour sa start-up. Mon estomac s'est noué. Maman, dis simplement ce que tu avais à dire. Elle a pris une inspiration. Ton père et moi pensons qu'il serait préférable que tu ne viennes pas. Les mots sont tombés avec le bruit sourd et attendu de quelque chose auquel on s'est préparé toute sa vie. Tu me désinvites de la fête de remise de diplôme de mon propre frère? Ne le dis pas comme ça. C'est juste que la famille de Camille va évaluer Thomas sur tout, ses relations, ses origines, le statut de sa famille. Ils vont poser des questions sur toi, et nous ne saurons pas quoi dire. Quoi dire à propos de quoi? Sophie, tu as 35 ans, et tu loues toujours ce minuscule appartement à Issy-les-Moulineaux. Tu conduis une Peugeot de 12 ans. Tu as un quelconque emploi au gouvernement que tu ne peux jamais expliquer parce que c'est le classifié ou je ne sais quoi. Personne ne sait même ce que tu fais réellement. Je travaille dans le renseignement géospatial pour le ministère des Armées. Ce qui ne veut rien dire pour des gens comme la famille Lefebvre. Ils vont se demander pourquoi notre fille n'a pas accompli plus. Pourquoi tu es toujours célibataire, toujours en location, toujours au volant de cette voiture embarrassante. Cela rejaillit négativement sur ton père et moi. Sur Thomas. J'ai regardé l'image satellite sur mon écran, un flux en temps réel d'une mission de reconnaissance que j'avais aidé à planifier. À cet instant précis, des équipes utilisaient mon analyse pour prévenir un incident international. Mais pour ma mère, j'étais une source d'embarras. Thomas est d'accord avec ça, ai-je demandé doucement. Thomas est concentré sur son avenir. Il est sur le point d'obtenir son diplôme d'HEC Paris, Sophie, premier de sa classe. Sa start-up suscite un vif intérêt de la part des investisseurs. Il sort avec une femme dont la famille pourrait changer toute sa trajectoire. Il ne peut pas se permettre de distractions. Des distractions comme sa sœur. Nous ferons quelque chose de séparé. Juste nous 4. Quelque chose de calme. En petit comité. Tu serais probablement plus à l'aise de toute façon. Ces événements de country club, tout ce réseautage et ces petites conversations. Ce n'est pas vraiment ton truc. La voix de papa a grondé en arrière-plan. Est-ce qu'elle fait des histoires à ce sujet? Je m'en occupe, a dit maman, s'éloignant du téléphone. Puis, de nouveau à moi, ton père est d'accord que c'est pour le mieux. Nous essayons de soutenir les ambitions de Thomas. Tu peux sûrement comprendre ça. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. J'ai pensé aux 3 dernières années. Aux appels tardifs de Thomas quand sa start-up était en difficulté. À ses mentions désinvoltes sur le besoin de financement, de relations, de quelqu'un qui croyait en sa vision. À l'investisseur providentiel anonyme qui était apparu avec 3,6 millions d'euros juste au moment où l'entreprise de Thomas était sur le point de faire faillite.
Compris, ai-je dit finalement. Je savais que tu serais raisonnable à ce sujet. Tu as toujours été la plus compréhensive. Nous organiserons ce dîner de famille bientôt. D'accord? Bien sûr, maman. J'ai raccroché et je suis resté immobile pendant exactement 30 secondes. Puis j'ai ouvert mon application de messagerie cryptée et j'ai tapé un message à mon gestionnaire de patrimoine. Sophie, 9h47 Jean-Louis, exécute le retrait immédiat de tout le capital de Durand Solutions Numériques. Liquidation complète, sans délai de grâce. La réponse est arrivée en quelques minutes. Jean-Louis, 9h49 Cela représente 3,6 millions d'euros de financement actif. Cela va littéralement effondrer leurs opérations. Es-tu certaine? Sophie, 9h50 Absolument certaine. Traite les documents dans l'heure. Je veux une confirmation d'ici la fin de la journée. Jean-Louis, 9h51 Considère que c'est fait. J'ai posé mon téléphone face contre la table et je suis retourné au travail. Sur mon écran, le satellite continuait son orbite silencieuse observant, enregistrant, voyant tout. Exactement comme je le faisais depuis des années. Le chemin vers les 275 millions d'euros ne commence généralement pas dans un simple pavillon au cœur de la France rurale, mais c'est là que le mien a commencé. Mes parents n'étaient pas pauvres, exactement. Papa gérait un magasin de bricolage. Maman travaillait à temps partiel à la bibliothèque municipale. Nous avions assez. Assez de nourriture, assez de vêtements, assez pour nous en sortir. Mais nous existions dans cet espace particulier de l'anxiété de la classe ouvrière où chaque dépense imprévue était une crise et la mobilité ascendante semblait être un conte de fées. Thomas est né quand j'avais 7 ans. Dès son arrivée, le récit familial a changé. Thomas était l'enfant prodige, l'intelligent, celui qui briserait le cycle. J'étais juste Sophie, fiable et stable, celle dont on attendait qu'elle aide et ne cause pas de problème. Cela ne m'a pas dérangé au début. J'aimais m'occuper de Thomas, lui lire des histoires, l'aider avec ses devoirs. Quand j'ai montré une aptitude pour l'informatique et les mathématiques, papa a dit que c'était « mignon ». Quand j'ai obtenu une bourse complète pour l'école polytechnique, maman a demandé si je n'étais pas sûr de préférer une université plus près de la maison. Quelqu'un doit penser de manière pratique, avait-elle dit. Les grands rêves, c'est bien, mais Thomas aura besoin de soutien quand ce sera son tour. Je suis quand même allé à Polytechnique. Le travail était brutal et magnifique, mécanique orbitale, système satellitaire, modélisation computationnelle, cryptographie avancée. J'ai tout dévoré. Dès ma 3e année, je travaillais sur des projets classifiés avec des professeurs qui avaient des habilitations de sécurité. À la fin de mes études, j'avais 3 offres d'emploi de la part de sous-traitants de la Défense et une 4e de la DGSE. J'ai choisi le ministère des Armées. Le travail était invisible mais essentiel, analyser des images satellites, modéliser des scénarios géopolitiques, identifier des menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Cela exigeait des niveaux d'habilitation dont la plupart des gens ignoraient l'existence. C'était extrêmement bien payé pour une expertise qui pouvait empêcher des guerres. À 25 ans, je gagnais 330 000 euros par an. À 30 ans, j'avais investi stratégiquement dans des startups de technologie de défense, des entreprises aérospatiales et des firmes de cybersécurité. Mon niveau d'habilitation me donnait un aperçu des technologies émergentes des années avant qu'elles ne deviennent publiques. Je n'avais pas d'informations d'initié, ça aurait été illégal, mais je comprenais le paysage d'une manière que les investisseurs civils ne pourraient jamais comprendre. Mon portefeuille a grandi de manière exponentielle. À 35 ans, je valais 275 millions d'euros. Ma famille ne savait rien de tout cela. Pour eux, j'étais toujours Sophie de la province, avec un travail ennuyeux au gouvernement, trop socialement maladroite pour trouver un mari, trop peu motivée pour accomplir quoi que ce soit de notable. Thomas, pendant ce temps, était devenu la réussite de la famille. Une bourse complète pour HEC, j'avais doté la bourse anonymement. Une start-up lancée dès la sortie de l'université, avec mon financement de démarrage. Sortant avec une femme d'une famille puissante, parce que le succès de son entreprise l'avait rendu attrayant pour les cercles de capital risque. Chaque réussite qu'il revendiquait était bâtie sur mon argent. Et maintenant, il ne voulait pas de moi à sa fête de remise de diplôme parce que je ferais mauvaise impression. Le premier domino est tombé à 11h23. Mon téléphone a vibré avec un message de Thomas. Thomas, 11h23 Sophie, c'est quoi ce bordel?
Mon directeur financier vient de recevoir une lettre informant que notre investisseur providentiel retire tout son financement. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Je n'ai pas répondu. Thomas, 12h45 ce n'est pas drôle. Toute notre marge de manœuvre financière dépend de ce capital. Nous avons les salaires à payer dans 2 semaines. Sophie, s'il te plaît, dis-moi que tu sais quelque chose. J'ai mis sa conversation en sourdine. À 14h17, maman a appelé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. À 14h19, papa a appelé. Messagerie vocale. À 14h33, Thomas a appelé. J'ai répondu. Sophie, Dieu merci. Écoute, il se passe quelque chose de dingue. Notre investisseur providentiel, celui qui nous a donné 3,6 millions d'euros il y a 3 ans, se retire complètement. Avec effet immédiat. Notre avocat dit qu'ils sont dans leur droit à cause d'une clause de sortie que nous avons signée, mais ça va nous détruire. C'est regrettable, ai-je dit, en regardant une autre image satellite se charger sur mon écran. Regrettable? Sophie, c'est catastrophique. Nous avons tout construit autour de ce financement, nos plans d'expansion, nos embauches, notre feuille de route produit. Tout dépend de ce capital. Sans lui, nous allons devoir licencier la plupart de notre personnel et probablement fermer boutique d'ici 90 jours. On dirait que tu aurais dû diversifier tes sources de financement. Silence. Puis, pourquoi te comportes-tu comme ça? Comme quoi? Froide. Distante. Comme si tu te fichais que mon entreprise s'effondre. Je m'en soucie exactement autant que ma famille se soucie de moi. Nouveau silence. C'est à cause de la fête de remise de diplôme, n'est-ce pas? Maman t'a dit de ne pas venir. C'est exact. Sophie, ce n'était pas ma décision. C'était maman et la famille de Camille et toutes ces histoires sociales compliquées. Tu sais comment elle est avec les apparences. Je le sais bien. C'est exactement ça le problème. Écoute, je comprends, d'accord? Tu es contrarié. Mais c'est de mon entreprise qu'il s'agit. 23 personnes travaillent pour moi. Ils ont des familles, des hypothèques, des enfants. Tu ne peux pas les laisser souffrir à cause d'une dispute de famille. Ce n'est pas moi qui les fais souffrir. C'est toi. Tu as bâti une entreprise sur un financement instable, et tu es sur le point d'obtenir ton diplôme d'une des meilleures écoles de commerce du monde sans comprendre la durabilité financière de base. Cet investisseur était fiable depuis 3 ans. Nous n'avions aucune raison de penser. Il s'arrêta brusquement. Attends. Sophie, l'investisseur providentiel. C'était anonyme, structuré à travers un tas de sociétés écrans et de véhicules d'investissement. Notre avocat n'a jamais pu découvrir qui c'était vraiment. Je n'ai rien dit. Oh mon Dieu, Sophie. C'est toi, l'investisseur providentiel. C'est une théorie intéressante. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Qui d'autre retirerait son financement le jour même où maman te désinvite de ma fête? Qui d'autre? Sa voix se brisa. Tu as financé mon entreprise pendant tout ce temps? Pendant 3 ans? 3,6 millions d'euros. C'était toi. Oui, Thomas. Et je ne le savais pas. Aucun de nous ne le savait. Nous pensions que tu galérais dans un petit boulot au gouvernement pendant que moi, je construisais une start-up. Et pendant tout ce temps, c'est toi qui maintenais mon entreprise en vie. Il rit amèrement. Maman a dit que tu ferais mauvaise impression sur nous. Que tu n'avais rien accompli. Et tu es littéralement la seule raison pour laquelle j'ai quelque chose à accomplir. Ai-je corrigé doucement. Avait quelque chose à accomplir. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas détruire mon entreprise parce que tes sentiments ont été blessés? Je retire mon investissement d'une entreprise dont le fondateur me considère comme une source d'embarras. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste du bon sens en affaires. Sophie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Je vais parler à maman et papa. Je m'assurerai que tu sois invité à la fête. Place au premier rang, traitement privilégié, tout ce que tu veux. Je ne veux pas aller à ta fête, Thomas. Alors qu'est-ce que tu veux? Je voulais une famille qui m'apprécie à ma juste valeur. J'ai eu ma réponse. J'ai raccroché.
Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler dans l'heure qui a suivi. Maman, hystérique. Papa, en colère et confus. Thomas, alternant entre la panique et des excuses désespérées. Même Camille a appelé, sa voix dégoulinant de ce charme que les gens riches utilisent quand ils veulent quelque chose. Sophie, salut. Nous ne nous sommes pas officiellement rencontrés, mais j'ai tellement entendu parler de toi. Thomas est tout simplement dévasté par cette situation de financement. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. J'ai supprimé le message sans écouter le reste. Le soir, Thomas s'est présenté à mon immeuble. Le gardien a appelé. Mademoiselle Durand, il y a un Thomas Durand ici pour vous voir. Il dit que c'est votre frère. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Il dit que c'est une urgence. Dites-lui de prendre rendez-vous. La voix du gardien devint mal à l'aise. Madame, il pleure dans le hall. Dois-je appeler la sécurité? J'ai fermé les yeux. Faites-le monter. Quand j'ai ouvert la porte, Thomas avait l'air de ne pas avoir dormi. Son sweat à capuche d'HEC était froissé, ses cheveux en désordre, ses yeux cerclés de rouge. Je peux entrer? Je me suis écarté. Il est passé devant moi dans mon petit appartement, regardant autour de lui avec une confusion visible. 2 pièces, des meubles de base, rien d'extraordinaire. C'était là que sa sœur, valant apparemment des centaines de millions, choisissait de vivre. Je ne comprends rien à tout ça, dit-il finalement. Si tu as autant d'argent, pourquoi vis-tu comme ça? Parce que je suis à l'aise ici. Je n'ai pas besoin de luxe pour valider mon existence. Mais tu pourrais avoir n'importe quoi. Un hôtel particulier, une voiture de sport, des vêtements de créateur. Au lieu de ça, tu es dans ça. Il fit un geste vague. Cet appartement qui est à 3 kilomètres de mon bureau est parfaitement adapté à mes besoins. Il s'est affalé sur mon canapé. J'ai passé les 6 dernières heures à faire des recherches sur toi, ou à essayer. C'est comme si tu n'existais presque pas en ligne. Pas de réseaux sociaux, pas de profil public. Mais j'ai trouvé quelques trucs. Des comptes rendus de conférences sur la sécurité avec ton nom comme présentatrice. Des attributions de contrats du ministère des Armées avec le nom de ton entreprise mentionné en bas de page. Quelques citations académiques dans des revues aérospatiales. Donc tu n'as pas juste un travail ennuyeux au gouvernement. Tu fais du travail classifié au plus haut niveau. Tu es une sous-traitante de la défense, une spécialiste du renseignement géospatial, peu importe ce que ça veut dire. Tu es publiée dans des revues académiques. Tu es importante. J'ai toujours été importante, Thomas. Tu ne l'as juste jamais remarqué. Il a tressailli. Tu as raison. Je ne l'ai pas remarqué. Aucun de nous. Nous étions tellement concentrés sur ma trajectoire, mon succès, mon avenir que nous n'avons jamais pris le temps de poser des questions sur le tien. Non, en effet. Le financement. Durand Solutions Numériques. Ce nom n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Tu as nommé ton véhicule d'investissement d'après notre famille. Je l'ai nommé d'après la famille que j'aurais aimé que nous soyons. Une famille qui se soutient mutuellement. Et nous t'avons complètement laissé tomber. Il a levé les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage. Sophie, je sais que je ne mérite pas ton aide. Je sais que je t'ai considérée comme acquise toute ma vie. Mais je te le demande quand même. S'il te plaît, ne retire pas ce financement. Donne-moi une chance de réparer ça. Comment? Comment réparerais-tu ça, Thomas? Je ne sais pas. Je dirai la vérité à tout le monde. J'annoncerai que tu as été mon investisseur providentiel, que chaque succès que j'ai eu est grâce à toi. Je ne veux pas d'annonce. Je ne veux pas de crédit. Je voulais un frère qui m'apprécie avant de savoir que j'avais de l'argent. Je t'apprécie. Tu apprécies mon argent. Il y a une différence. Il s'est levé, faisant les 100 pas. Tu as raison. Mais Sophie, pense à mes employés. 23 personnes qui n'ont rien à voir avec notre dysfonctionnement familial. Ils vont perdre leur emploi parce que maman t'a désinvité d'une fête. Ils vont perdre leur emploi parce que tu as bâti une entreprise sur un financement instable et que tu n'as pas réussi à prévoir les imprévus. Nous avons eu 3 ans de stabilité.
Tu ne nous as donné aucune indication que le financement pourrait disparaître. La vie non plus ne donne pas de telles indications. C'est pourquoi les entreprises qui réussissent se diversifient. Il a arrêté de faire les 100 pas. Tu vas vraiment laisser mon entreprise mourir? Je vais vraiment retirer mon investissement. Ce qui se passera ensuite dépend de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti un dossier. Ce sont des noms de contacts. 3 sociétés de capital risque légitimes qui pourraient être intéressées par ta technologie. 2 acquéreurs d'entreprises qui ont tourné autour de sociétés similaires. Un programme d'accélération qui pourrait fournir un financement relais. Thomas a pris le dossier avec des mains tremblantes. Pourquoi me donnerais-tu ça si tu retires ton financement? Parce que je n'essaie pas de te détruire. J'essaie de t'apprendre que le succès exige plus que de se présenter la main tendue. Tu dois te battre pour ton entreprise. Prouve qu'elle vaut la peine d'être sauvée. J'ai 2 semaines avant de manquer un paiement de salaire. Aucune société de capital risque n'agit aussi vite. Alors tu devras faire preuve de créativité. Peut-être que le père de Camille est vraiment intéressé par ta technologie. Peut-être que tu lui présenteras ton projet à ta fête de remise de diplôme, celle à laquelle je n'assisterai pas parce que je suis une source d'embarras. Les mots l'ont frappé comme une gifle. Le visage de Thomas s'est décomposé. Je n'ai jamais dit que tu étais une source d'embarras. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu étais d'accord avec maman et papa que ma présence ferait mauvaise impression. C'est la même chose. J'avais tort. Nous avions tous tort. Sophie, tu es la personne qui a le mieux réussi dans toute notre famille. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, et nous étions trop aveuglés, trop obsédés par les apparences pour le voir. Tu ne le vois que maintenant parce que tu as besoin de quelque chose de moi. Ce n'est pas juste. Vraiment? Quand est-ce que tu as appelé pour la dernière fois juste pour parler? Quand est-ce que tu as posé des questions sur ma vie, mon travail, mon bonheur pour la dernière fois? Tu ne me contactes que lorsque tu as besoin d'argent, de relations ou d'aide pour quelque chose. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée parce qu'il ne pouvait pas répondre. J'avais raison. J'ai une proposition, ai-je dit finalement. Je te donne 60 jours. Pendant ce temps, tu trouves un financement alternatif pour ton entreprise. Tu vas voir le père de Camille. Tu présentes ton projet à ces sociétés de capital risque. Tu fais tout ce qu'il faut pour prouver que ton entreprise est viable sans mon argent. Et si je n'y arrive pas? Alors ton entreprise n'était pas durable au départ, et je t'ai sauvé d'un effondrement plus lent et plus douloureux. Et le financement relais? Peux-tu au moins nous maintenir à flot pendant que je cherche des fonds? Non. C'est ton entreprise, Thomas. Il est temps de voir si tu peux vraiment la diriger sans filet de sécurité. Son visage est devenu pâle. Tu es sérieuse? Tu vas nous laisser échouer? Je vais te laisser te débrouiller seul. C'est marche ou crève. C'est cruel. Vraiment? Ou est-ce que c'est enfin te traiter comme un adulte au lieu d'un enfant à qui on doit tout donner? Thomas a quitté mon appartement sans un autre mot, le dossier serré dans ses mains, son avenir soudainement incertain. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant 3 jours. La fête de remise de diplôme a eu lieu le samedi. J'ai passé la journée à mon bureau à faire des simulations pour un déploiement de satellites classifiés. Mon téléphone a vibré périodiquement avec des messages de parents me demandant où j'étais, pourquoi j'avais manqué le grand jour de Thomas. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Lundi, Jean-Louis a appelé. Sophie, l'avocat de Thomas a déposé une injonction d'urgence pour tenter de bloquer le retrait. Le juge l'a rejeté ce matin. Le financement a été officiellement dissous. Bien. D'autres mouvements? En fait, oui. Thomas a obtenu une réunion avec Richard Lefebvre à la fête de remise de diplôme. Il lui a présenté son projet directement. Lefebvre a exprimé son intérêt mais voulait voir tes conditions d'investissement initiales et tes indicateurs de performance. L'avocat de Thomas a demandé des copies de toute la documentation relative à ton investissement. Avec ta permission, j'aimerais les fournir. Pourquoi? Parce que les indicateurs sont solides. Ton financement a transformé une start-up en difficulté en une entreprise viable. Si Lefebvre voit ces chiffres, il pourrait bien investir. J'ai réfléchi à cela. Envoie la documentation. Censurer mes informations d'identification personnelle,
mais laisse les données de performance intactes. Tu l'aides. Je fournis des informations factuelles à un investisseur potentiel. Ce qui se passera ensuite dépend de Thomas. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message de Thomas. Thomas, 15h14 Lefebvre a investi 4 millions d'euros. De meilleures conditions que les tiennes, en fait. Entreprise sauvée. Pas grâce à toi. J'ai souri à l'écran et n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, maman a appelé. Sophie, nous devons parler de ce que tu as fait à ton frère. Ce que j'ai fait? Retirer tes fonds. Il a failli tout perdre parce que tu as été mesquine à propos d'une invitation à une fête. Il n'a rien perdu. Il a trouvé un nouveau financement. À peine. Il a dû se démener, supplier et présenter son projet à des investisseurs à sa propre fête de remise de diplôme parce que tu l'as abandonné. Je ne l'ai pas abandonné. J'ai arrêté de le conforter dans sa dépendance. Ce n'est pas. Sophie, tu ne comprends pas. Le stress l'a presque tué. Il a à peine dormi pendant 2 semaines. Le père de Camille a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi désespéré. Et pourtant, il a réussi. Il a obtenu un meilleur financement avec de meilleures conditions. On dirait que le stress a été productif. Comment peux-tu être si froide à ce sujet? C'est ton frère. C'est mon frère qui était d'accord que j'étais trop embarrassante pour assister à sa remise de diplôme. Je suis juste surprise qu'il veuille encore me reconnaître comme faisant partie de sa famille. Silence. Puis, c'est donc de ça qu'il s'agit? C'était juste. Juste quoi? Juste honnête? Juste pratique? Juste un rappel que peu importe ce que j'accomplis, je ne serai jamais assez bien pour cette famille. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas, maman? Je vaux 275 millions d'euros. Je travaille sur des projets de défense classifiés qui assurent la sécurité de ce pays. J'ai bâti un portefeuille que la plupart des gestionnaires de fonds spéculatifs envieraient. Et vous ne vouliez pas de moi à la fête de Thomas parce que je vous ferais passer pour des nuls. Nous ne savions pas que tu étais riche. Exactement. Vous ne m'appréciez que pour ce que j'avais, pas pour qui j'étais. Et maintenant que vous le savez, vous ne pouvez toujours pas simplement être fier de moi. Tu m'appelles pour me gronder d'avoir appris l'autosuffisance à Thomas. Lui apprendre? Sophie, tu as failli détruire son entreprise. J'ai retiré mon investissement d'une entreprise dont je ne voulais plus soutenir le succès. Thomas a sauvé son entreprise lui-même. C'est la première chose réelle qu'il ait jamais accomplie par ses propres moyens. Tu es incroyable. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Fait pour moi? Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman? Elle a bafouillé. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné un foyer, une éducation. Vous m'avez donné une enfance où j'étais moins valorisé que Thomas. Où mes réussites étaient mignonnes alors que les siennes étaient célébrées. Où l'on attendait de moi que je soutienne ses rêves alors que les miens étaient rejetés. La seule chose que vous m'ayez donnée, c'est la motivation de réussir malgré vous, pas grâce à vous. Comment oses-tu? Nous avons tout sacrifié pour vous, les enfants. Vous avez sacrifié pour Thomas. Moi, j'étais juste là. J'ai raccroché. Cela fait 4 mois depuis la fête de remise de diplôme de Thomas à laquelle je n'ai pas assisté. Son entreprise est florissante. L'investissement de Lefebvre a apporté de la crédibilité, ce qui a attiré plus d'investisseurs, ce qui a suscité l'intérêt pour une acquisition. La semaine dernière, un géant de la technologie a offert 45 millions d'euros pour Durand Solutions Numériques. Thomas a appelé pour me le dire personnellement. J'accepte l'offre, a-t-il dit. C'est de l'argent qui change une vie. Je serai réellement riche maintenant. Félicitations. Félicitations, Sophie. Je dois dire quelque chose. Ces 4 derniers mois, à diriger l'entreprise sans ton filet de sécurité. J'ai plus appris sur les affaires qu'en 2 ans à HEC. J'ai appris ce que signifie se battre vraiment pour quelque chose, échouer, s'adapter et persister. C'est bien, Thomas. Et j'ai appris que j'ai été un frère horrible. Pas seulement pour la fête, pour tout. Toute ma vie, je t'ai considéré comme acquise, j'ai supposé que tu serais toujours là, toujours solidaire, toujours d'accord pour être secondaire par rapport à mes ambitions. Tu as été un frère horrible, ai-je consenti. Il a ri, surpris.
Pas de contestation. Pourquoi contesterais-je la vérité? C'est juste. Écoute, je sais que je ne peux pas réparer ça avec un seul appel, mais je veux essayer. Je veux être un meilleur frère, si tu me le permets. Ça va prendre du temps. Le tien, probablement. Et ça exige des changements fondamentaux dans la façon dont tu me vois. Je te vois maintenant. Je te vois vraiment. Pour la première fois, je comprends ce que tu as construit, ce que tu as accompli. Et je suis en admiration. Tu es en admiration devant mon argent. Je suis en admiration devant toi. L'argent n'est que la preuve de quelque chose que j'aurais dû reconnaître il y a des années. Tu es brillante, déterminée et assez forte pour bâtir un empire sans l'aide ni l'approbation de personne. Je suis restée silencieuse un long moment. L'acquisition. Quand elle sera finalisée, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Peut-être lancer une autre entreprise. Peut-être prendre un peu de temps pour moi, découvrir ce que je veux vraiment par rapport à ce que tout le monde attend de moi. Pourquoi? Parce que si tu lances une autre entreprise, et si tu peux prouver que tu as appris de cette expérience, je pourrais envisager d'investir à nouveau. À des conditions correctes cette fois. Avec une divulgation complète, des réunions de conseil d'administration régulières et un respect mutuel. Vraiment? Après tout? La famille a droit à une seconde chance, Thomas. Mais une seule. Ne la gâche pas. Je ne le ferai pas. Je le promets. Nous verrons s'il tient cette promesse. Je suis prudemment optimiste, mais pas naïve. Certaines personnes changent. D'autres deviennent simplement meilleures pour faire semblant. Maman et papa, c'est une autre histoire. Nous ne nous sommes pas parlé depuis ce dernier appel. Ils sont furieux que je ne veuille pas simplement donner plus d'argent à Thomas. Furieux que je les ai embarrassés en révélant ma richesse. Furieux que je refuse de prétendre que l'incident de la fête n'a jamais eu lieu. Je ne m'attends pas à des excuses de sitôt. La semaine dernière, j'ai acheté une maison. Pas un hôtel particulier, juste une confortable maison de 3 chambres à Issy-les-Moulineaux avec un bureau à domicile et un jardin. La première propriété que j'ai jamais possédée moi-même. Thomas a envoyé des fleurs avec un mot. Félicitations pour la maison. Je suis fier de toi. C'est un petit geste, probablement sans importance dans le grand schéma de notre histoire compliquée. Mais j'ai quand même mis les fleurs dans un vase. Parce que parfois les plus petits gestes sont le début d'un vrai changement. Et parfois,